Eh ben, bien le bonsoir. Merci à Transition d'Enfer de m'avoir invité à vous parler. Moi, ça fait quelques années que je suis un peu plongé sur ces thématiques-là, que j'essaie d'accompagner des groupes et de transmettre un peu ce dont je vais vous parler ce soir. Mais avant de parler de moi et de vous présenter la conférence, j'aimerais commencer par vous faire parler un petit peu entre vous. Donc pendant, voilà, on va dire 3-4 minutes, échanger avec une personne à côté de vous, si possible avec qui vous n'êtes pas venu, c'est-à-dire que vous connaissez moins. Sur en fait qu'est-ce qui vous a fait venir à une conférence avec un titre comme ça, justement on en parlait avec les termes effondrement notamment. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir et puis vous, qu'est-ce que vous faites au regard de ces problématiques dont on va parler déjà. Voilà, échanger une minute l'un puis une minute l'autre et ensuite je me présenterai un peu plus en détail moi. À vous. Donc je vais me présenter moi un petit peu maintenant. Donc je m'appelle Anton, j'ai 26 ans. Je viens d'être papa il y a 2 mois et malgré ce qui a été dit, malgré ce qui a été dit avant, moi je pense que c'est plutôt sain d'esprit face aux données scientifiques actuelles d'avoir un petit peu peur quand même. Ça montre qu'en fait on prend réellement au sérieux ce qui se passe. Voilà, effectivement c'est pas fait pour ça. Moi c'est pas mon but dans la vie de faire peur aux gens. Mais en fait, juste quand on se confronte réellement aux données et qu'on regarde réellement l'état du monde, ce que j'essaie de faire depuis pas mal d'années, je pense que c'est plutôt sain de commencer à se poser des questions sur où va notre société, comment on va manger demain et en fait des choses très pratiques de la vie quotidienne. Donc moi, à titre personnel, je m'investis sur plusieurs axes depuis quelques années dont je vais parler aussi ce soir, pas de mon histoire personnelle mais dans ce que je pense qui est intéressant de faire. Donc j'essaie de diffuser ces messages-là, ce n'est pas les messages que je crée moi, je vais chercher des études scientifiques, je discute avec des scientifiques et on essaie de vulgariser ça avec pas mal de gens et d'essayer de transmettre ça en plus grand public pour alerter finalement. Et puis après, j'ai aussi une partie de mon activité où je vais, on va dire, être plus militant et essayer d'aller ralentir, tirer sur les freins finalement pour essayer de stopper un peu les destructions qui ont lieu à un rythme quand même sans précédent dans l'histoire de l'humanité en ce moment. Et puis le dernier volet sur lequel je travaille, ce serait plutôt, on va dire, se préparer à encaisser en fait les chocs. Maintenant, on parle plus trop d'arrêter le changement climatique parce que c'est déjà bien engagé, il y a des effets qu'on va subir. Donc c'est plutôt se préparer, s'adapter à encaisser cette descente énergétique. Et pour ça, voilà, c'est à la fois se connecter dans nos localités, parler avec les gens, et puis là, d'ici quelques mois, après avoir fait pas mal de jardins un peu partout et pas mal de gens là-dessus, je devrais m'installer en tant que paysan dans le sud du Morvan en collectif. Donc voilà, pour essayer de mettre un peu les mains dans la terre, parce que je pense qu'on a grandement besoin qu'il y ait beaucoup plus de gens qui aient les mains dans la terre pour les années qui arrivent. Donc voilà pour moi. Ce dont je vais vous parler ce soir maintenant, en gros c'est une conférence en 3 parties. La première c'est quoi quelques éléments scientifiques, ce que nous dit la science, et puis c'est un constat qui est plutôt sans appel. Dans cette partie-là on regardera 2 aspects. Plutôt qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui viennent de s'écouler, dans les décennies qui viennent de s'écouler. Donc là, c'est sur des données observées, ce n'est pas des trajectoires. Il n'y a pas d'opinion du tout là-dedans. Et puis après, on regardera les projections sur le futur que donc font pas mal d'organismes scientifiques qui construisent des modèles, etc. Donc qu'est-ce que ça peut donner au regard de ce qu'on sait, les trajectoires dans notre futur. Ensuite, on se penchera un peu sur, face à ces questions-là et face à cette information qui se diffuse, comment réagit la société. Et puis, la plus grosse partie de ce soir, finalement, ça sera plutôt comment on fait face. Maintenant qu'on a ces informations-là qui commencent à se diffuser, en fait, qu'est-ce qu'on en fait autant à l'échelle globale, mais je vais partir plutôt à titre individuel. On ira après vers la localité, le collectif, et puis il y aura une ouverture vers voilà, qu'est-ce qu'on fait à une échelle en fait, qui dépasse le cadre de Bellevaux et de ses vallées, et même de la Haute-Savoie. Voilà un petit peu ce qu'on va faire. Pour que le fil de conf soit clair, parce que je vais parler de pas mal de choses, je vais au fur et à mesure afficher ces petites slides là, donc ça me prendra à chaque fois un petit peu de temps.
mais comme ça, vous pourrez continuer à avoir ce fil tout au long de la soirée. Donc on va commencer ce que nous dit la science. Avec une première slide. Alors les graphiques font peut-être un petit peu peur à ceux qui n'ont pas trop aimé les mathématiques à l'école. C'est des mathématiques statistiques, ça s'appelle la loi normale. Et en fait, je vous ai mis ces graphiques pour vous parler d'un phénomène. On n'est pas seulement dans un réchauffement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une température qui monte, mais c'est une variabilité qui augmente. Pour faire simple, donc pour expliquer déjà un petit peu ces graphiques, c'est une distribution des probabilités d'un événement. Donc, c'est-à-dire la probabilité qu'il fasse une telle température. Là, je vous parle uniquement de température. C'est la probabilité qu'il y ait une température. Donc, vous voyez l'air au milieu. Si ici, c'est la température moyenne à l'année qu'il va faire dans une région donnée. Au milieu, là, on va avoir, il y a environ 66% des événements, des écarts de température qui vont se trouver ici. Donc vers la gauche, on va aller plutôt vers des événements plutôt froids, et vers la droite, on va aller plutôt vers des événements chauds. Et puis, plus on va aller loin, plus on va s'éloigner, moins il y a de chances que ces températures, moins il y a de chances qu'elles apparaissent dans l'année, donc elles vont apparaître moins souvent. Donc on va avoir le deuxième, on appelle ça des écarts types en statistique. Donc on va avoir le deuxième écart où on va avoir finalement déjà 95% des températures vont se situer dans l'écart 1 et l'écart 2. Et puis quand on prend l'écart 3, donc vers des températures qui commencent à être bien froides ou bien chaudes, on va avoir déjà 99,74% des températures. Ça, c'était dans un climat qui était stable. Donc ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Globalement, dans la période géologique qu'on a appelée l'Holocène, qui a vu toutes les civilisations humaines de l'échelle qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas se développer, où on avait un climat qui était relativement stable par rapport aux périodes précédentes. Aujourd'hui, donc ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, cette stabilité-là, on est en train de la quitter. On est en train de la quitter, donc là, ces graphiques-là sont tirés du rapport du GIEC qui a été publié en 2001, donc c'est déjà des choses qu'on travaille depuis longtemps. Donc quand la température moyenne, elle se décale, c'est-à-dire quand on a un réchauffement, et ça c'est ce qu'on est en train de constater, on a tout ce graphique-là finalement qui va se décaler vers la droite. Donc on est ici. Donc vous voyez en rouge là, ça va être les événements très chauds et puis en bleu les événements très froids. Les périodes où il va faire très froid. Donc quand on se décale, finalement ce qui était anciennement peu probable d'arriver va devenir plus probable et ce qui n'existait quasiment pas, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des occurrences de type 3 par exemple, vont devenir beaucoup plus probables qu'avant. C'est-à-dire qu'on va avoir des épisodes extrêmement chauds qui avant n'arrivaient quasiment pas. Et c'est ce qu'on constate ces dernières années avec des températures qu'on n'atteignait quasiment pas, qui n'existaient pas finalement dans l'ancien climat qu'on avait. Donc ça, on a une augmentation de la moyenne globale des événements en température. Et puis après, quand le graphique s'aplatit, ça, c'est qu'il y a une augmentation de la variabilité. Ce qui veut dire qu'on va avoir plus de chances qu'en fait la température, elle bouge vers des extrêmes. Et donc là, on va avoir plus de chances qu'il y ait à la fois du froid et du chaud. Et il y a une étude qui a étudié du coup la distribution des températures à l'échelle du globe ces dernières années, qui a été publiée en 2012 dans la revue du PNAS, une revue scientifique, qui a montré qu'aujourd'hui, on en était finalement plutôt dans un cas où on a et une augmentation de la moyenne et une augmentation de la variabilité. Donc c'est ce schéma-là. Ce schéma-là, il fait qu'en fait, on a des événements qui n'existaient pas dans le climat avant. Et c'est ces événements-là ponctuels qui sont extrêmement destructeurs. Je vais en parler un tout petit peu ensuite, mais par exemple, les feux qu'on constate aujourd'hui en Australie sont un événement qui dans l'ancien climat n'existait pas. Sa probabilité d'apparition, elle était d'une fois tous les 100 000 ans. Pour maintenant, on a parlé un peu de statistiques, de mathématiques, de choses qui sont assez abstraites. Je vais prendre un petit temps pour vous lire un texte qu'a écrit David Wallace Wells, qui est un journaliste qui travaillait pour le New York Magazine et qui a écrit un livre qui s'appelle « La Terre inhabitable, vivre avec 4 degrés de plus ».
J'ai choisi cet extrait parce qu'il est vraiment bien écrit. J'aurais pu le dire moi, mais je trouve qu'il y a une puissance qui se dégage dans la manière dont il a mis ces événements en lumière, qui est assez forte. Il est difficile de croire tout ce qui s'est passé et à quelle vitesse, entre guillemets, ces dernières années. À la fin de l'été 2017, trois ouragans violents, Irma, Katia et José, sont apparus au même moment dans l'Atlantique et ont emprunté au départ le même trajet, telle une armée en marche. L'ouragan Harvey, lorsqu'il s'est abattu sur Houston, s'est traduit par des pluies d'une quantité si effarante dans certaines zones qu'on a parlé d'un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 500 000 ans. Le consommateur averti des informations environnementales sait bien que de telles expressions n'ont désormais plus aucun sens. Cependant, les chiffres ne sont pas sans intérêt. Ils aident à nous rappeler que le changement climatique nous a déjà éloignés des bases de référence de nos grands-parents en matière de catastrophes naturelles. Prenons cet ordre de grandeur plus fréquent, une fois tous les 500 ans. Il y a 500 ans, les colons anglais n'avaient pas traversé l'Atlantique. Imaginez. C'est comme s'il n'y avait eu qu'une tempête depuis le moment où les Européens sont venus s'implanter sur le territoire américain. Entre-temps, les colons ont fait la Révolution, les Américains la guerre de sécession, plus de 2 guerres mondiales, tandis que leurs descendants ont établi un empire du coton sur le dos des esclaves, puis les ont libérés avant de les brutaliser de leurs descendants, se sont industrialisés et post-industrialisés, ont triomphé de la guerre froide, basculé dans la fin de l'histoire pour finalement être témoins à peine 10 ans plus tard de son retour dramatique. Durant tout ce temps, une seule tempête. Voilà ce à quoi nous étions censés être confrontés selon les relevés météorologiques. En réalité, Harvey était le 3e ouragan à frapper Houston depuis 2015 et par endroits avec une intensité censée être 1000 fois plus rare encore. À l'autre bout de la planète, un déluge de proportions bibliques s'abattait sur le Japon, entraînant l'évacuation d'1,2 million de personnes. Plus tard, durant l'été, le typhon Mangkhut imposait le même destin à 2,5 millions de Chinois du continent, tandis que la même semaine, l'ouragan Florence frappait la Caroline du Nord et du Sud, transformant brièvement la ville portuaire de Wilmington en île. Le mois précédent en Inde, l'État du Kerala connaissait les pires crues depuis près d'un siècle. Je pourrais continuer ainsi longtemps. Il cite plein d'autres événements. L'idée, ce n'est pas de faire une liste de ces dernières années. On peut parler aussi des feux qui font rage, l'Amazonie, la Californie, l'Indonésie, et puis ce qu'on n'avait jamais vu, dont je vous ai parlé juste avant en Australie. Voilà, si on reprend ça, l'événement en Australie il est considéré comme un sigma 5, c'est-à-dire un écart de 5 par rapport à la moyenne. Ça représente 0,001%, quelque chose comme ça, de probabilité que ça arrive. Je reprends sur qu'est-ce que David Wallace-Wells dit par rapport à ces événements juste ensuite. Il est tentant, lorsqu'on contemple cette enfilade de désastres, de penser « le changement climatique est déjà là ». Et en voyant advenir ces événements depuis si longtemps prédits, la première réaction pourrait être d'avoir le sentiment d'être entré dans une nouvelle ère, où tout est différent. D'ailleurs, c'est ainsi que l'a d'abord présenté Jerry Brown, gouverneur de Californie, alors que son État était en proie aux flammes. Une nouvelle normalité. La vérité est bien plus effrayante. C'est en réalité la fin de la normalité. Plus rien ne sera jamais normal. Nous avons déjà quitté l'état des conditions environnementales qui ont permis à l'animal humain d'évoluer pour basculer dans un pari aussi hasardeux et imprévu sur ce que cet animal peut endurer. Le système climatique qui a fait ce que nous sommes, à l'origine de tout ce que nous appelons culture et civilisation de l'humanité, ce système climatique-là a succombé. Celui que nous observons depuis quelques années et qui frappe la planète sans relâche ne constitue pas la bande-annonce de notre triste avenir, il s'agit plus précisément d'un produit de notre passé climatique récent, que nous avons déjà abandonné dans la poubelle de la nostalgie environnementale. Non seulement la situation va s'aggraver, mais pour être tout à fait exact, le mal est déjà fait, même si par miracle, les humains cessent immédiatement d'émettre du dioxyde de carbone, nous aurons droit à une dose de réchauffement supplémentaire. Et bien sûr, puisque les émissions continuent d'augmenter à l'échelle du monde, nous sommes très loin du bilan neutre, donc très loin de freiner le changement climatique. La dévastation à laquelle nous assistons autour de nous en ce moment est un scénario bien plus optimiste que l'avenir du réchauffement et toutes les catastrophes qu'il générera. Je pense que ça donne un peu un aperçu de ce que ça veut dire peut-être et qu'on réalise peu finalement quand on n'est pas directement touché dans sa chair, mais qu'en fait il y a déjà des millions de personnes aujourd'hui qui le sont. Voilà, dans les communes, et là les communes de montagne où on est en ce moment, voilà, on voit moins de neige, on voit la période d'enneigement qui diminue, des choses comme ça, mais finalement c'est des choses qui impactent peu notre vie quotidienne,
pour le moment. Ça, c'était pour uniquement des événements qui sont liés au climat. Maintenant, je vais parler d'un petit peu autre chose. Donc, c'est plutôt le GIEC qui travaille sur le climat. Le GIEC, c'est le groupement international d'experts climatiques, intergouvernemental, pas international. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui a été entériné par un autre groupement comme ça d'experts, mais ce coup-ci des biologistes, et qui ont rendu leur premier rapport en mai 2019, donc juste l'année dernière, qui ont officiellement dit qu'on était rentré dans la 6e extinction de masse. Alors la 6e extinction de masse, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a eu 5 avant, mais il y en a eu 5 avant dans l'histoire complète de la Terre. Donc ici, c'est une petite frise donc, que vous pouvez voir. Là, c'est le début de la formation de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années environ. Et puis ça, c'est toutes les ères géologiques. Donc les périodes géologiques sont classées, et puis on regarde par rapport aux fossiles finalement pour déterminer une période dans laquelle il y avait plutôt un type d'espèce vivante, etc., qui se déployait sur la Terre. Et puis les flèches que je vous ai mises sur la gauche de ce graphique-là sont les 5 extinctions précédentes. Donc on en a une ici, on en a une énorme, en fait la plus grosse, qui est arrivée au basculement du Permien. À cette extinction-là, le taux d'extinction, c'est-à-dire de toute la vie connue sur cette Terre à cette époque, il est estimé à plus de 90%. C'est-à-dire que 90% de ce qui existait sur la planète est mort à ce moment-là. Et puis il y en a une qu'on connaît bien, dont on parle beaucoup, et puis dont on travaille sur des fossiles souvent aujourd'hui, et dont les enfants sont très friands, c'est les dinosaures. Et les dinosaures, c'est la dernière que la planète a connue, et c'est à la fin du Crétacé. Le Crétacé de cette grande période qu'on va appeler le Mésozoïque. Voilà pour le passé lointain. Aujourd'hui, on a commencé à rentrer dans la 6e extinction de masse, c'est-à-dire qu'on a un rythme d'extinction des espèces qui est entre 100 et 1000 fois supérieur à un rythme d'extinction normal. Parce qu'il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Ça, c'est la vie de manière générale. Mais il y a des moments où il y a des pics d'extinction, et là, on est rentré dans un pic d'extinction, ce qui veut dire que la biodiversité en ce moment s'effondre. Donc, il y a plein d'espèces emblématiques qu'on a en tête qui disparaissent et dont on est bien au courant. Mais en fait, il y a des choses qui sont beaucoup plus dramatiques et beaucoup moins visibles. Et je vous ai mis 2 chiffres. Donc ça, c'est toujours le regard sur notre passé. En 27 ans, donc c'est une étude qui a été faite en Allemagne. Alors c'est une étude dont l'ampleur est inégalée sur les insectes volants, parce que c'est quand même relativement difficile de faire des relevés de population d'insectes volants. Donc en 27 ans, entre 1989 et 2016, donc c'est une étude qui est relativement récente, on a perdu 76% en moyenne des insectes volants. Alors c'est quelque chose qu'on constate quand on roule, si vous avez des voitures et que vous faites un peu de distance, comparé à quand vous étiez jeune, pour ceux qui sont déjà un petit peu plus âgés que moi en tout cas. Et ben, quand on passait souvent un petit coup d'essuie-glace avec du liquide, aujourd'hui on peut rouler des centaines de kilomètres sans avoir besoin d'en passer. En fait, et ces choses-là, on les perçoit peu de jour en jour, mais quand on regarde une statistique sur une plage temporelle assez longue, on se rend compte qu'en fait on a un effondrement de ça. Et on va voir ce que ça donne ces effondrements-là quand on regarde un peu le futur. Qu'est-ce que ça va donner pour notre avenir. Il y en a une autre qui est sortie là juste en novembre, qui est peut-être plus terrifiante encore, dans la revue Nature, une autre revue vraiment prestigieuse, donc qui est sortie le 31 octobre de cette année, et c'est une chute de 67% à ce coup-ci en 10 ans des arthropodes. Alors, les insectes volants sont une toute petite branche dans les arthropodes. Les arthropodes, c'est de loin l'embranchement du vivant sur toute la Terre qui possède le plus d'espèces et le plus d'individus de tout ce qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire, et ça c'est aussi une étude qui a été faite en Allemagne, ils l'ont faite à divers endroits et dans des zones protégées forestières. Les résultats sont quasiment similaires, peu importe les endroits. Les arthropodes, je crois que c'est tous les insectes qui ont les pattes articulées. Alors, oui, alors du coup les insectes sont une partie des arthropodes. Les insectes, c'est des arthropodes qui ont une tête, un thorax et un abdomen avec 6 pattes. Et il y a voilà, tous ceux qui font en fait une carapace, mais ce n'est pas exactement une carapace le terme
le terme technique. Mais bon, il y a les myriapodes, les crustacés, les arachnides, donc toutes les araignées, les insectes, etc. Plus d'1,5 million d'espèces actuelles qui présentent des modes de vie et des environnements dans lesquels ils évoluent vraiment très divers et variés. Donc, on a perdu 67% en 10 ans. Les scientifiques qui ont fait cette étude, ils ont juste halluciné quand ils ont trouvé ces résultats. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Quand on regardait les extinctions, etc., on savait que c'était des phénomènes qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire qui n'évoluent pas de manière constante, on perd tant d'espèces, mais ils ne pensaient pas qu'on pouvait perdre autant en si peu de temps. Et ça, c'est en Europe de l'Ouest. Donc maintenant qu'on a un peu regardé le passé, on va se pencher sur notre avenir. C'est quoi la signification de ces données finalement ? Donc quand on parle... Ah oui, j'en ai oublié une. Je vous la mets de côté. Je vais la décaler là. Ça, c'est un graphique de l'impact de pas mal de choses sur la civilisation humaine. Alors ici, c'est nos impacts sur la Terre. Et ici, c'est plutôt lié à notre civilisation. Donc, je veux dire directement des statistiques sur nous. On a par exemple l'augmentation de la population, le PIB, les investissements étrangers, etc. Ici, on va plutôt avoir les concentrations en CO2, l'ozone stratosphérique, la capture de poissons, etc. C'est un graphique qu'on retrouve souvent quand on parle de ces choses-là pour montrer finalement ce que c'est que des exponentielles. Ces exponentielles-là, c'est ça. C'est une de ces contestations qui fait qu'on n'est pas dans un système qui évolue de manière tranquille et douce. En fait, on est en train d'exploser des limites en ce moment. Je vous le laisse ici, vous pouvez le regarder après un peu plus tard. On va rebasculer du coup, comme au début on a parlé de température, on va reparler des températures en prévision, donc dans le futur. Donc ça, c'est un petit schéma, c'est une modélisation 3D, alors c'est plus pour faire comprendre ce que veut dire les modèles, d'une étude qui est sortie dans la revue PNAS encore aussi, en 2018, en août 2018, et qui personnellement, à ce moment-là, m'a mis aussi un bon coup au moral. Cette étude s'appelle « Trajectoire du système terrestre dans l'Anthropocène ». Dans l'Anthropocène, si je reviens ici, l'Anthropocène, c'est en fait la période sur laquelle on est nous. C'est-à-dire que les géologues ont décidé d'appeler cette période géologique l'Anthropocène parce que la plus grosse force de modification au niveau mondial de la Terre, c'est devenu l'humain. Donc anthropo, c'est l'homme et cène, c'est la période. Donc, c'est la trajectoire du système Terre dans l'Anthropocène, mais c'est cette trajectoire sur un seul facteur, la température. Donc, ce qu'on voit au fond, finalement, de ce graphique-là, c'est notre passé, et puis ce qu'on va avoir devant, là, c'est notre futur. Donc, vous voyez, là, on a l'Holocène. Donc, l'Holocène, c'est la dernière période, c'est les 10 derniers milliers d'années. Et puis, l'Anthropocène, donc ça, c'est notre passé très récent. Et puis, plus on s'avance ici, plus on va aller vers le futur. Ça, c'est des prédictions sur vers où on va. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on alternait entre des périodes glaciaires et puis des périodes interglaciaires. Et ça, c'était la stabilité climatique qu'on avait qui a permis l'émergence des civilisations. Et aujourd'hui, on est en train de modifier ça. Alors, ce qu'il faut comprendre dans un schéma comme ça, c'est que plus il y a une vallée creuse, finalement, plus le système est stable. C'est comme si on avait une bille et qu'elle suit une trajectoire au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, quand on est au fond d'une vallée, il faut qu'il y ait un événement vraiment incroyable pour que la bille elle passe dans un autre état, c'est-à-dire qu'elle s'oriente différemment. Donc, plus la vallée est encaissée, finalement, plus le système est stable. Plus elle est ouverte, plus elle a de chances de se balader sur le système. C'est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs ici. C'est-à-dire qu'en fait, on a un écrasement des possibilités et donc on a bien plus grande variabilité. Et donc ce schéma-là,
c'est un schéma qui nous montre aussi les trajectoires qui sont non linéaires. En fait, les scientifiques qui ont fait cette étude-là ont compilé ce qu'on va appeler des boucles de rétroaction. Donc une boucle de rétroaction, pour vous donner un exemple, c'est par exemple l'effet albédo. L'effet albédo, c'est la capacité d'une surface à capter de la lumière en fonction de sa couleur. Donc voilà, si on a un siège en cuir noir dans sa voiture, ça va chauffer très fort. S'il est blanc, ça chauffera beaucoup moins fort. Pareil avec l'extérieur de la voiture. Et en fait, ça s'applique aux glaces, par exemple. Les glaces du pôle Nord, quand c'est de la banquise, donc de la glace sur l'océan, ces glaces-là, quand elles fondent, elles vont mettre à nu du coup de l'océan qui est bien plus foncé qu'elles, qui vont absorber beaucoup plus de rayons lumineux, donc ils vont plus chauffer que s'il y avait de la glace. En chauffant plus, ils vont faire fondre plus de glace. Cette glace qui fond va libérer plus de surface d'océan, qui va faire qu'il y a plus de chaleur qui est retenue, etc. Et là, on a une boucle de rétroaction. Alors, ils ont appelé ça une boucle de rétroaction positive. Ce n'est pas parce que c'est sympa. C'est parce que c'est un effet qui s'auto-alimente. Donc, ils ont compilé en fait un ensemble de boucles de rétroaction qui sont aujourd'hui bien déterminées. Alors, elles ne sont pas bien déterminées dans leurs limites, c'est-à-dire on ne sait pas exactement à quel moment tout s'enclenche. C'est des facteurs qui sont très complexes, mais par contre, on sait qu'elles s'enclenchent à un certain moment. On connaît l'effet albédo, on connaît ses effets. On ne sait pas à un moment s'il y a un effet de seuil. On sait qu'il y a des seuils, mais on ne sait pas exactement dire où ils sont. Mais en compilant un petit peu tout ça, c'est-à-dire à quelle température estimée ces boucles s'enclenchent et on passe ces effets de seuil, ils se sont rendus compte qu'en fait, la trajectoire future, les probabilités futures d'évolution de notre système en termes de température, ça avait plutôt cette tête-là, c'est-à-dire que devant nous, on a un pic vers le très chaud. Il y a une métaphore qui reprend ça, que j'aime bien, c'est comme si on était sur un bateau, sur une rivière. Là, on a commencé à être un peu dans le tumulte, avant c'était assez calme, quoi. Le bateau, c'est toute l'humanité, quoi. C'est la Terre qui évolue. Et puis, devant, on a des personnes comme ça qui commencent à entendre, il y a un gros gargouillis de fond, quoi. Et puis, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un à-pic devant et que là, il y a une chute d'eau énorme. Et nous, là, on est en train de foncer droit vers ça. Ce qu'ils se sont rendus compte en faisant cette étude, c'est que potentiellement, il y avait peut-être encore un ou deux rochers sur le côté et que si on se mettait tous d'accord pour ramener dans le même sens, on arriverait peut-être à s'accrocher à ce rocher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vague qui nous emporterait parce que voilà, on ne gère pas tout. Mais en tout cas, une fois qu'on est parti dans la chute, l'état du système, et c'est ça qu'ils se sont rendus compte, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'emballement. Une boucle va en déclencher une autre, qui va en déclencher une autre. Et malheureusement, le système est hors de notre contrôle. C'est-à-dire que passé un certain niveau de réchauffement, on va aller vers plus de réchauffement, même si nous, on s'arrête complètement. Même si l'humanité disparaissait demain, c'est possible que le système continue de s'emballer. Voilà un petit peu pour ça. Je reviens sur les trajectoires avec les insectes avant de passer à la suite. Les trajectoires avec les insectes, ce qu'il faut savoir dans l'agriculture, c'est qu'il y a quand même 70% des plantes qu'on consomme qui sont dépendantes des insectes pour la pollinisation. Alors, elles ne sont pas à 100% dépendantes. Il y a plein de variabilités, plein de niveaux de dépendance différents. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a une chute des rendements assez conséquente et énorme et sur certaines productions qui sont notamment les oléagineux, le tournesol, le colza, enfin voilà, des choses comme ça. Qui sont énormes. C'est-à-dire que si on perd cette partie-là, là complètement, et en 27 ans on a perdu les 3/4, voilà, si on fait un peu de mathématiques assez rapide, on se demande combien de temps il reste pour le dernier quart, on a une baisse des rendements, c'est-à-dire une baisse en fait, de ce qui nous alimente directement. Et les arthropodes, ils ne font pas seulement de la pollinisation quand on prend l'ensemble, mais c'est eux qui bossent énormément pour la fertilité des sols, c'est ça qui fait la vie d'un sol, c'est ça qui fait qu'on peut avoir un sol qui produit sans qu'on mette de produits chimiques issus de la pétrochimie, les engrais, les produits phytosanitaires, etc. C'est parce qu'on a une grande diversité de ça qu'on a des sols qui sont fertiles. Donc, quand on regarde les trajectoires au vu de ça et qu'on se projette un petit peu, ça paraît aussi pas très très évident. Pour la biodiversité. Maintenant, on va regarder un petit peu on parle beaucoup du carbone, donc quand on parle de température, hein, on a analysé déjà depuis en fait, le 19e siècle que le carbone avait un effet sur le réchauffement atmosphérique, sur l'effet de serre, et qui indirectement réchauffe du coup notre atmosphère. Ça, c'est un graphique qu'a fait un scientifique qui travaille, alors je vais reprendre mes notes parce que je
je m'en souviens plus. Donc c'est Robbie Andrews, qui est chercheur au Center for International Climate Research, qui a fait un graphique. Donc sur là, c'est nos émissions de gigatonnes par an. Donc c'est les gigatonnes d'équivalent carbone par an qu'on émet. Donc on peut voir qu'en 1980, on émettait un peu plus de 20 gigatonnes, qu'aujourd'hui on a allègrement passé les 40 gigatonnes. Et que donc là on est à peu près, on avait un petit plateau, on pensait que on commençait à décroître, en fait pas du tout, on est reparti de plein fouet. Les courbes qu'on voit là, c'est les courbes si jamais les trajectoires qu'on choisit du coup influencent finalement ça. Donc là c'est si on avait commencé il y a bien longtemps. Et c'est toujours par rapport au budget carbone que nous donne le GIEC dans son rapport, sur le dernier rapport qui est sorti du GIEC sur les 1,5 degrés. Donc pourquoi 1,5 degrés Ils avaient déjà dans le premier rapport qu'ils ont fait, donc qui a été publié avant les années 2000, hein, ça ne date pas d'hier, je veux dire nos politiciens sont au courant de ça depuis déjà un moment. Ils disaient qu'au-delà de 1 degré, donc aujourd'hui on est à un peu plus d'1 degré, on a 1,1 et quelques en moyenne mondiale. Ça ne veut pas dire qu'en local c'est ça. Dans les Alpes par exemple, on a déjà passé les 2 degrés. Sur les terres, ça se réchauffe beaucoup plus vite et notamment dans les milieux montagnards. Donc au-delà de 1 degré, on a déjà des conséquences très fortes, mais ils ont fait un rapport à 1,5 parce que le 1 degré, c'est derrière. Et le 1,5, donc pendant l'accord de Paris, c'est ce sur quoi on s'était mis d'accord. Donc le dernier rapport, c'était quelles étaient les conséquences à 1,5. Et donc les trajectoires carbone, on sait que si on émet tant, il y a tant de réchauffement. Qu'est-ce que ça donne du coup, si on veut se contenter du budget carbone restant, c'est-à-dire la quantité de carbone qui nous mène à 1,5 degré. Donc cette quantité de carbone restant, au rythme actuel d'émissions, elle est consommée en 2030. Ça, c'est si on n'augmente pas nos émissions. On continue pour le moment d'augmenter, même en France. Si on ajoute, malheureusement, maintenant les boucles de rétroaction, donc ça c'est une étude qui a été faite par la Royal Society en 2018, en fait ce budget va diminuer fortement. Si on commence à prendre ça en compte, ça c'est très complexe et le GIEC ne le prend pas forcément en compte dans ses prévisions. Donc si on commence à faire ça, en fait on se rend compte que le budget carbone pour 1,5 degré, en moyenne, il est consommé en 2020, c'est-à-dire cette année. Cette année, on a déjà acté 1,5 degré. Sauf qu'à ça, on peut encore rajouter quelque chose. C'est l'effet de ce qu'on va appeler les aérosols. Dans les aérosols, il y a la pollution de l'air. Donc la pollution de l'air, on envoie plein de particules dans l'atmosphère. Et ces particules dans l'atmosphère, en fait, elles reflètent une partie du rayonnement solaire en dehors de notre atmosphère. Donc ces particules contribuent à refroidir finalement la Terre, l'inverse de l'effet de serre. Selon les études, alors il y a plusieurs études, c'est difficile à calculer, on a entre 0,2 à 0,7 degrés d'augmentation uniquement si on retire cette pollution de l'air. Ce qui veut dire que si on commence à prendre en compte ça, ça et ça, en fait les 1,5 degrés ils sont déjà derrière nous. C'est-à-dire qu'on se rend compte que peut-être on est déjà dans un torrent très rapide avant la chute d'eau. On ne sait pas exactement où on en est, mais en tout cas, on est potentiellement bien embarqué. Sur les seuils climatiques, ces boucles de rétroaction dont je vous parlais là, on en a identifié un peu moins d'une vingtaine globalement. Il y a une étude qui est sortie là en novembre 2019, à nouveau publiée dans la revue Nature, qui identifiait que potentiellement on avait passé plus de la moitié de ces seuils, on a passé 9 de ces seuils. Je vous ai mis une petite citation des auteurs de cette étude. Il y a 10 ans, nous avons identifié des points de basculement potentiels dans le système terrestre. Nous constatons maintenant que plus de la moitié d'entre eux ont été activés. Ça, c'est l'auteur principal de cette étude, c'est Tim Lenton, directeur du Global System Institute de l'Université d'Exeter, qui dit ça. La menace croissante de changements rapides et irréversibles signifie qu'il n'est plus responsable d'attendre et de voir. La situation est urgente. Nous avons besoin d'une réponse d'urgence. Son co-auteur, Jonan Rockström, alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, on m'excusera, directeur de l'Institut de recherche sur l'impact du climat de Potsdam, a déclaré « Ce ne sont pas seulement les pressions humaines sur la Terre qui continuent d'augmenter à des niveaux sans précédent, c'est aussi qu'à mesure que la science
progresse, nous devons admettre que nous avons sous-estimé les risques de déclencher des changements irréversibles, où le changement climatique s'auto-amplifie. C'est ce qu'on voit là. Ce que nous commençons maintenant à voir à déjà 1 degré de réchauffement climatique, scientifiquement, cela fournit des preuves solides pour déclarer un état d'urgence planétaire, pour déclencher une action mondiale qui accélère le chemin vers un monde qui peut continuer d'évoluer sur une planète stable. En fait, ce que nous disent les scientifiques et ce qu'ils n'ont de cesse de nous répéter, c'est qu'il faut qu'on agisse, qu'il faut qu'on se mette en marche. Et ça, on va en parler. Alors en marche, pas forcément pour la République en marche. Malheureusement, on se fait voler les mots dans ce monde, mais en tout cas en marche, en action. Il faut qu'on se mette en action. C'est une urgence absolue, c'est une urgence vitale. Au sommet de la Terre de Rio, donc ça c'était en 1992. Donc c'était un peu avant les COP et c'était le début des grandes rencontres internationales magnifiques où tous les États ont décidé, alors je ne vous ai pas mis un graphique mais qui est génial, c'est la concentration en CO2 dans l'atmosphère à chaque COP. Alors c'est une droite comme ça et ça augmente. Ça n'a aucun effet. On se réunit, on fait du blabla, ça n'a aucun effet concret sur la situation. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont entériné au sommet de la Terre en 1992 ce qu'on appelle le principe de précaution. Et voilà ce qu'ils ont mis dans ce rapport. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire en mots simples? Ce n'est pas parce qu'on est sûr, pas sûr, je veux dire, que notre maison elle va brûler qu'on ne prend pas une assurance incendie. Là, les scientifiques, déjà, ils commencent à nous dire, on commence à être plutôt sûr que la maison elle est déjà en train de brûler. Chirac, il l'avait dit à une COP au début des années 2000, notre maison brûle. Je veux dire, depuis, elle a non seulement, il y en a une bonne partie qui a cramé, il y a des gens qui meurent aussi avec. Il y a environ 400 000 personnes aujourd'hui par an qui meurent des conséquences du réchauffement climatique. Et il faut qu'on s'assure contre ça en fait. On ne peut pas ne pas agir quand on commence à avoir ces données-là en tête. Donc les personnes à l'avant de ce bateau, si on retourne un peu sur cette rivière, ils nous ont ramené des informations cruciales. On est déjà bien engagé dans les rapides. Et le contrôle de notre trajectoire, il va s'avérer de plus en plus dur. Chaque jour qui passe, le contrôle de notre trajectoire s'avère de plus en plus dur. Et le bruit de la chute d'eau, il continue d'augmenter. Donc, il aurait fallu agir il y a 20 ans. Mais maintenant qu'on est là, maintenant qu'on sait, c'est à ne surtout pas lâcher pour notre avenir. Une dernière citation pour cette première partie, c'est du docteur Maria McNutt, qui est tout de même la 22e présidente de l'Académie des sciences des États-Unis, ancienne rédactrice en chef d'une des plus prestigieuses revues scientifiques, la revue Science, et qui disait à propos de tout ça, à propos des impacts cumulés, que même les plus optimistes des prévisions sont épouvantables. Et ça, malheureusement, c'est parce qu'on n'a rien fait, mais c'est parce que l'information est très peu diffusée. Et on va voir un peu maintenant, face à ça, comment réagit la société. Mais avant de passer à cette partie-là, ce qu'il faut comprendre avec le changement climatique, c'est que cette question n'est pas binaire. Il ne s'agit pas de savoir si oui ou non on va arriver à stopper le changement climatique, c'est que chaque dixième de degré, chaque jour qui passe où on ne fait rien, c'est pire. Et chaque jour qui passe où on se met en action, on peut peut-être résorber un petit peu ces effets-là, en tout cas commencer à se préparer pour les encaisser. Et ce n'est pas une question scientifique de savoir quelle est la trajectoire qu'on va emprunter ici. C'est une question qui est purement politique. C'est une question qui est politique dans le sens où c'est nous, par nos choix, qui décidons sur quelle trajectoire on va vouloir aller. On va passer maintenant à comment réagit la société. Et pour cette deuxième partie, je vais vous parler de quelques petites anecdotes pour commencer, qui sont arrivées cette dernière année, pour faire récent, et dans lesquelles je me suis un peu impliqué. Alors le titre parle peut-être de lui-même, si vous arrivez tous à bien le lire. Comme je disais sur les COP s'enchaînent et tout ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on continue sur les mêmes trajectoires.
C'est-à-dire qu'on ne continue pas seulement de manière stable, mais on continue d'accélérer pour le moment. Donc quand on nous dit qu'il faut accélérer la transition la transition n'a pas commencé. Si on accélère maintenant, on continue d'accélérer le problème. Donc ils ne sont pas inactifs. Alors, pouvoir public est une action par rapport à ça. Ils sont très très actifs pour maintenir le système en place. Donc il y a 3 petits points là que je vous ai mis. Ça c'est une capture d'écran d'un site que j'ai monté avec un collectif sur les sécheresses en eau. Alors pour la petite anecdote, on a commencé à travailler sur ces questions-là avec un petit groupe de gens en cherchant à s'installer en France et en cherchant des endroits où il y avait potentiellement moins de pénurie en eau. Parce que quand on a tout ça en tête, on se dit bon comment ça va se passer suivant les endroits où on est. Et puis on a commencé à plonger un peu dans ces données, à chercher, et en fait on s'est rendu compte que c'est très compliqué. Les données sont complexes, c'est-à-dire qu'elles sont peu lisibles pour quand on n'a pas une formation scientifique, c'est dur de se plonger dedans. Elles sont peu accessibles et elles sont peu diffusées. On a commencé à aller interviewer les agences de l'eau, les services du ministère qui sont censés s'occuper de ces questions-là, les préfectures des endroits où il y avait des sécheresses, etc. Et les mairies. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a personne qui prend en compte les données scientifiques que tous ces gens-là produisent. C'est-à-dire que nos pouvoirs publics choisissent délibérément d'ignorer les gens qui payent pour produire des données, pour prendre des bonnes décisions. Le plus gros cœur de préoccupation en général des zones qui sont très très impactées, c'est comment déclarer la calamité climatique, parce que c'est ça qui fait marcher les assurances ensuite. Donc la gestion, c'est une gestion de crise comme si c'était passager, sauf que ce que nous disent les scientifiques sur ces données-là, sur les sécheresses, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout une crise passagère. C'est-à-dire que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est rien comparé à ce qui va arriver demain. Pour vous donner un exemple, dans le Doubs en 2018, suite aux sécheresses de 2018 et celle de 2019, je n'ai pas la statistique, donc je vous parle de celle de 2018, il y a 10% des communes du département qui étaient ravitaillées par camions-citernes. Mais on n'a pas assez de camions-citernes si c'est comme ça dans tous les départements, quoi. Donc il y a des endroits où juste on tournera le robinet, il n'y aura pas d'eau et on n'aura juste pas d'eau. Donc on a décidé, en se plongeant un peu là-dessus, qu'en fait c'était notre devoir de citoyen de se prendre en main et d'essayer de partager ça. Donc on est allé à la rencontre de mairies qui avaient ces problèmes. On a commencé à organiser des réunions d'information autour de ces données-là et on a publié tout notre travail au fur et à mesure qu'on le faisait en ligne. Et donc ça, on s'est rencontrés on a commencé à explorer ces données, on va dire il y a 1 an à peu près. En mars, on s'est rencontrés pendant une semaine je sais pas, on était 6 ou 7 dans une ferme en Bourgogne sur notre temps libre. On fait tous ça bénévolement. Et puis là, en octobre, on a été invités au Sénat pour présenter ce qu'on fait parce que ça a commencé il y a des gens qui ont commencé à parler de ce qu'on faisait en disant tiens, c'est intéressant. Tout ça. Et donc on a été devant plein d'experts, enfin c'était pas moi, mais un membre du collectif, 3, ont été devant plein d'experts du changement climatique, de l'adaptation au changement climatique et plein de sénateurs pour présenter ce qu'on a fait. Et tout le monde nous a dit oh, c'est super ce que vous faites, les citoyens qui s'engagent, tout ça. Mais nous on n'a pas trouvé ça super, c'est dramatique. C'est dramatique que ce soit 7 personnes sur leur temps libre qui produisent des choses comme ça pendant que les pouvoirs publics ne font rien et que les populations ne sont pas informées de ces choses-là. Quand on a une exploitation agricole, quand on n'importe quoi qui est lié à l'eau, c'est-à-dire absolument tout, on a besoin en fait d'avoir ces données-là qui sont produites, de les avoir accessibles pour pouvoir prendre des décisions en fonction de ça. Donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est que toujours, encore, on a une inaction énorme des pouvoirs publics et une inertie à prendre des décisions. Je vous noterai après donc le site est accessible, vous pouvez voir sur vos localités, etc. Toutes ces données-là. Je vous ai mis ensuite 2 slides, toujours avec le Sénat, parce que je trouve qu'ils ont fait plein de choses sympas ces derniers temps. Donc au Sénat, il y a ce qu'on appelle une délégation à la prospective. Donc c'est des sénateurs qui se penchent avec une commission sur imaginer quels sont les impacts sur certaines problématiques dans le futur. Et donc, sur les dérèglements climatiques, ils ont fait tout un rapport dans lequel, vous le verrez dans le titre, c'est « Adapter la France à l'horizon 2050, l'urgence déclarée ». Ça, c'était, je ne sais plus quand, en 2019, mais peut-être fin d'hiver, printemps. Et en décembre 2019, donc il y a un peu plus d'1 mois maintenant, je le suis parce que je travaille avec une association, j'aurais donné un coup de main ponctuellement, qui travaille sur la résilience alimentaire des territoires. Donc, ils étaient présents au Sénat. Il y a des sénateurs et puis qui ont travaillé avec d'autres personnes pour porter une proposition
pour inscrire la résilience alimentaire, c'est-à-dire la capacité d'un territoire à se nourrir en cas de choc, on sait ce qui va arriver, dans la sécurité nationale. Donc je veux dire, c'est un petit début pour considérer qu'en fait manger, effectivement, ça fait partie de notre sécurité. Le Sénat n'a pas adopté la proposition le 12 décembre 2019. À quel moment, en fait, enfin jusqu'à quand et jusqu'à où on va laisser faire ça? Et pourquoi tout ça se passe? Je pense notamment parce que dans la société, en fait, on est empêtré dans plein de choses et on a des freins et ce qu'on va appeler des verrous socio-techniques, des freins dans notre manière de penser le monde. Et puis des verrous socio-techniques, c'est par exemple, on a construit une infrastructure qui coûte des millions à faire, une infrastructure routière énormissime. Si demain on voulait changer la manière dont on se déplace, en fait cette infrastructure elle est là. Et s'il fallait réinvestir dans une autre infrastructure, ça prend des années. On n'a ni les véhicules, on n'a pas les industries, enfin voilà, c'est énorme. Et c'est un verrou socio-technique. Donc, en verrou socio-technique, alors ça c'est un petit dessin, je trouvais ça assez rigolo. C'est un scientifique qui dit la civilisation industrielle entraîne un réchauffement climatique et une 6e extinction de masse. Tout le monde s'endort. Le réchauffement climatique menace notre économie. Tout le monde se réveille. L'économie, justement, parlons-en. L'économie, c'est un verrou qui est énorme pour faire changer notre modèle. Pourquoi ? Parce que l'économie est mathématiquement fondée sur une logique de croissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mathématiquement sortir de la croissance. Si on sort de la croissance du PIB, le système s'effondre. Alors déjà, on mesure la croissance du PIB. Le PIB, je veux dire, quand quelqu'un fait de la chimiothérapie, ça rapporte des sous à quelqu'un, donc ça fait augmenter le PIB. Je ne sais pas à quel moment on va arrêter de mesurer le bien-être d'une société avec le PIB. Ce serait bien de commencer à se poser des questions. Donc on est structurellement coincé si on continue de rester dans cette manière de penser-là. L'économie, pourtant, c'est contractuel. C'est-à-dire c'est des humains qui passent entre eux des contrats. Les contrats, ils n'ont de valeur, on va dire, dans le monde physique que parce qu'on veut bien leur donner de la valeur. C'est pareil avec la monnaie. Par contre, ça c'est pas contractuel. Quand ça va commencer à vraiment nous impacter, on ne pourra pas dire « Ah maintenant, je me retire du contrat. Je ne suis pas d'accord. » Donc, il va falloir qu'on trouve des moyens pour dépasser ces choses-là. Et c'est notamment en local, et j'y reviendrai juste après, qu'on peut vraiment agir sur ces facteurs-là. Ensuite, on a le climato-négationnisme qui monte un peu de tous bords. Des exemples comme Trump, Bolsonaro, mais en fait, on cite souvent les autres parce que ça nous arrange bien. Mais on oublie aussi que ça se fait en acte, le climato-négationnisme. Et aujourd'hui, nos gouvernements, et la France est notre champion du climat, il a quand même reçu le prix du champion climat au One Planet Summit, M. Emmanuel Macron. La politique qui est menée aujourd'hui, c'est simplement du climato-négationnisme, c'est-à-dire c'est une politique qui ne prend pas en compte ces choses-là. Nos émissions de gaz à effet de serre en France continuent d'augmenter. Je viens de la communauté de communes de la vallée de Fier-Aravis. Il prévoit 15% d'augmentation de l'empreinte carbone sur les 10 prochaines années, d'ici à 2030, dans la vallée de Fier-Aravis. C'est-à-dire que ce n'est même pas en accord avec notre légalité. Et c'est les gens qui sont au pouvoir, qui prennent des décisions à long terme, qui font ça. Mais ça implique qu'il faut aussi sortir dans les freins de la décharge de responsabilité. Souvent, quand on va parler de ça, on dit « Oui, mais ils n'ont qu'à commencer les autres, ou c'est les politiciens, ou c'est les Chinois ». Non, il faut commencer à regarder un peu ce qu'on fait nous. On fait partie des populations les plus riches du monde. Vous savez combien il faut gagner par mois pour faire partie du 1% les plus riches de cette planète? À la louche, quelqu'un a une idée? Combien? C'est 2500 €. Alors je peux vous garantir qu'en Haute-Savoie, il y en a un paquet qui font partie du 1% les plus riches de la planète. Donc ceux qui ont le plus bénéficié de ça, c'est nous. C'est nous. Et ceux qui en subissent le plus les conséquences, pour le moment, ce n'est pas nous, ce n'est pas dans nos climats tempérés. Il faut commencer à se poser des questions. Et puis après, il faut essayer aussi de sortir de cette logique d'opposition. On va opposer
arrêter les destructions et un peu le militantisme à construire de la résilience, ou le changement individuel vs le changement collectif, non, il faut justement s'impliquer en politique, ou non, ça commence seulement par chacun par soi. Non, en fait, c'est toutes ces choses-là en même temps qu'il va falloir qu'on apprenne à articuler. Une dernière slide sur cette partie-là. C'est un Canadien qui s'appelle Paul Chefourka qui a développé, alors théoriquement, une échelle de conscience. Donc c'est une échelle de conscience des problématiques dont je viens de vous parler juste avant. Pour caractériser en fait où on en est à la fois dans la population et à la fois nous-mêmes, pour arriver à se situer là-dessus. Donc le premier stade, qui est globalement concerne 90% de la population au moins, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ceci n'existe pas. Ou s'il y a un problème, c'est qu'il nous manque encore plus de ce qui pose le problème. C'est-à-dire si on a un problème, ce qui va le résoudre, c'est plus de croissance. Ça, c'est 90% des gens et c'est une énorme partie des gens qui sont au pouvoir. Le deuxième stade, c'est on a conscience qu'il y a un problème fondamental. C'est important. C'est-à-dire qu'à ce stade, on commence à se projeter et à se dire oui, en fait, moi j'ai découvert ça là et on va devenir un militant de sa cause choisie. Ça peut être plein de choses, le changement climatique, la surpopulation, le pic pétrolier, la pollution chimique, la surpêche, la perte de biodiversité. Voilà, on a un truc sur lequel on a commencé à se renseigner, ça a été la découverte. Ce truc nous a impacté et on va commencer à militer ardemment en fonction de ça. Puis ensuite, on va commencer à avoir conscience qu'en fait, il y a de nombreux problèmes. Et alors qu'on absorbe des évidences de plein de domaines différents, on commence à avoir une conscience de la complexité des problèmes qui augmentent. Et à ce stade, on va commencer à hiérarchiser. Quel est le problème qui a le plus haut degré d'urgence? Par quoi il faut que je commence? En fait, c'est ça avant ça. Non, la surpêche, ce n'est pas si important. Il faut commencer par le changement climatique. Ou non, c'est l'extinction de la biodiversité qui est le plus important. Et voilà, on va passer son temps à essayer d'hiérarchiser les problèmes pour savoir où mettre son énergie. Et puis, un peu plus loin, on va commencer à avoir conscience de l'interaction entre les problèmes. Là, on est déjà dans un stade où, globalement, il y a très peu de personnes dans la société qui ont, on va dire, cette conscience-là. Donc là, on va commencer à avoir conscience qu'une solution pour un problème va peut-être dégrader d'un autre côté et que finalement, en fait, il n'y a peut-être pas de solution systémique à grande échelle. C'est le début aussi, on va commencer à s'engager, on va dire il y a un ensemble de problèmes. Finalement, non, ce n'est pas un ensemble de problèmes, parce qu'un ensemble de problèmes, ça veut dire qu'il y a un ensemble de solutions, c'est juste une situation difficile. Et à cette étape, la conscience qu'il n'y a peut-être pas de solution pour résoudre ça, ça commence à émerger. À ce moment-là, généralement, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de se recentrer en petits groupes de gens qui commencent à avoir cette conscience-là. On a besoin de parler, d'aller en profondeur avec des gens qui partagent ça. Et on va se rassembler, on va discuter, on va essayer d'aller plus loin. Et on va commencer à s'accompagner aussi, comment toi tu le vis, etc. Et puis, le dernier niveau, c'est qu'en fait, on va commencer à comprendre que ça englobe tous les aspects de notre vie. Qu'en fait, ce dont on parle là-bas, forcément, on ne va pas pouvoir le résoudre si on ne remet pas tout en question. Et à ce stade-là, il n'y a plus rien qui est exempt d'examen. On va commencer à regarder partout. On va regarder partout, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe, comment on peut faire bouger les choses. Et ces mouvements de transition qui émergent un peu partout, c'est la résultante de ça. C'est des gens qui commencent à se questionner et qui disent en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment en local, au national, etc. Et on va chercher, on va fouiller. Et pour ne pas devenir fou à ce stade, en général, on voit qu'il y a deux chemins qui se dessinent. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arriver là pour commencer à faire ça, mais ça veut dire que si on ne fait pas ça à ce stade-là, on devient fou, généralement. On va avoir un chemin qui est plutôt intérieur et un chemin qui est plutôt extérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait soit l'un soit l'autre, encore une fois. Très souvent, c'est un savant mélange des deux. Mais on va quand même avoir des personnes qui ont plutôt une tendance, pendant un certain temps donné en tout cas, à aller plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre. Le chemin intérieur,
ça va être voilà, de travailler sur les aspects plus spirituels de ces questions-là. En fait, c'est quoi le sens de la vie quand on commence à comprendre ça? De commencer à travailler sur l'acceptation, et on va avoir des personnes qui vont voilà, aller méditer, faire des choses comme ça, et commencer à essayer de rentrer en elles pour chercher des réponses face à ces grands bouleversements. Et puis le chemin extérieur, ça va être voilà, s'engager dans des initiatives locales, sur l'autonomie alimentaire, on en parlait juste avant, dans des initiatives de résistance pour empêcher que, voilà, à Annemasse par exemple, il y avait un décathlon qui voulait s'installer, qui virait 2 maraîchers, pas loin d'ici. C'est en fait non, il y a des gens qui se mettent en marche et qui luttent contre ça. Et donc on va avoir ces différents chemins comme ça que les gens vont commencer à emprunter. Voilà pour cette première partie sur laquelle globalement on est plutôt dans qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qu'on voit sur l'avenir, basé sur des études scientifiques. Donc j'ai commencé à esquisser peut-être des semblants d'action de ce qu'on pouvait faire ou à quelle échelle. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la 3e partie. Mais je vous propose là tout de suite maintenant de prendre un petit temps de silence, de s'accorder ça, parce que ce qu'on vient de voir là, en fait, c'est dur. C'est dur. Moi, je viens d'être papa il y a 2 mois. On passe par des moments, quand on a ça en tête, qui sont durs. Et je pense que c'est normal. C'est juste normal, en fait. C'est qu'on est sain d'esprit. Krishnamurti, un philosophe indien, il disait ce n'est pas un signe de mauvaise santé mentale que d'être bien adapté. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, si on commence à réaliser, en fait, là où on en est, c'est normal. Donc, je vous propose de prendre quelques minutes pour penser à ça et on prendra la suite après, un peu sur qu'est-ce qu'on fait face à tout ça. Ce que je viens d'accrocher ici, c'est un facilitateur graphique qui a fait ça, qui s'appelle Mathieu Van Niel, un Belge. Un facilitateur graphique, c'est quelqu'un qui essaie de prendre des sujets et d'en créer des représentations visuelles. C'est des personnes qui interviennent aussi dans des réunions pour essayer d'extraire ce que dit et fabrique un groupe en instantané. Et donc là, il a travaillé sur ce qu'on va appeler la courbe de deuil. Donc ça, c'est issu de travaux dans la psychologie, etc. Et il a appliqué ça au vu de tous les textes et les essais qui se publient en ce moment sur le sujet à la compréhension de ces phénomènes-là. On passe par plusieurs stades en fait, quand on commence à vraiment comprendre, pas seulement intellectuellement, mais quand on commence à vraiment comprendre ce qui se passe dans notre chair, quand on commence à le comprendre dans nos tripes. Au début, peut-être que on va tous crever, et là c'est un moment de panique. Après la panique, très souvent, arrive une petite phase de déni, petite ou longue, ça dépend. Là, c'est le refus. Ça, c'est pas réel. Ces scientifiques, ils se sont trompés ou voilà, je veux pas voir en fait. Donc, on se bande les yeux, on continue dans sa vie et on n'a pas envie de se pencher là-dessus. On a un sentiment d'impuissance aussi dans cette phase. Et puis, petit à petit, on va commencer à avoir peur et on va commencer à être en colère. On va être en colère contre les injustices. On va chercher des responsables. On va dire, putain, si je les trouve, je vais vraiment les choper, ça va mal se passer. Puis on va commencer à sentir aussi de la culpabilité par rapport à ce qu'on a fait dans notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai assez agi? Pourquoi je n'avais pas conscience de ça avant? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes enfants? Donc là, c'est un moment qui est assez dur. Puis après, on va commencer à marchander. Là, mais si quand même on prend tous des voitures électriques, ça va peut-être marcher, non? Donc voilà, là c'est un petit moment, on va chercher un petit peu tout.
Et puis après, on passe par le fond du gouffre, le fond de la courbe. Et là, bien souvent, quand même, c'est difficile, mais on passe souvent par une phase de dépression. Quand on a vraiment conscience et qu'on commence à avoir vraiment intégré ça, en fait, c'est plutôt normal et on voit beaucoup. On parle maintenant aussi d'éco-anxiété pour les gens qui commencent à vraiment se pencher sur ces problématiques environnementales. En fait, c'est dur de vivre avec cette conscience-là. C'est dur de se projeter quand on me dit « Ah, mais quand ton fils il aura 10 ans, dans 10 ans, ça résonne dans ma tête, mais où on en sera dans 10 ans ?» Et puis petit à petit, on va rentrer dans toute une phase qui va être plutôt de l'acceptation. On va commencer à pardonner, on va commencer à trouver du sens, à chercher du sens et à trouver un renouveau. On a énormément de gens qui changent de profession, qui vont rechercher, on a beaucoup de gens qui s'installent en agricole. Voilà, quand on commence à ressortir un peu la tête de l'eau, quand on commence à se dire « Bon, bah ok, mais alors, est-ce que la vie s'arrête ?» Et puis on va commencer à avoir après une phase de croissance et de sérénité, où malgré toutes ces données-là, malgré tout ce qui se passe dans le monde, on va réussir à trouver finalement c'est quoi notre place ici, c'est quoi le sens que je veux donner à ma vie, et ça va commencer à aller mieux. Tout ça, c'est pas simple, c'est pas facile, et souvent on va faire le yo-yo. On va faire des allers-retours, il y a des moments où on va replonger dedans. Mais je voulais vous le montrer pour vous donner cette perspective. Ce n'est pas parce qu'à un moment on est au fond du gouffre que forcément c'est un état dans lequel on va rester. Et puis finalement, si on ne fait rien aujourd'hui, c'est c'est comme si on était déjà mort. Alors que là, on est en pleine vie. On a des gens autour de nous qu'on aime, qui nous aiment. Et puis on a un peu de temps sur cette terre et c'est court. Et peut-être que finalement, trouver des choses qui font sens, c'est peut-être ça la clé du bonheur. 2 mots sur l'éco-psychologie, des gens qui essaient d'accompagner des personnes qui ont ces réalisations-là. Il y a un aller-retour qui est fait et de 2 choses qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Quand on commence à avoir cette conscience-là, pour aller bien, en fait, il faut soigner la terre pour guérir l'humain et soigner l'humain pour guérir la terre. Et ces 2 choses-là, elles ne peuvent pas aller l'une sans l'autre quand on commence à avoir cette conscience. Voilà pour l'aspect finalement, comment on va pouvoir petit à petit l'intégrer et aller chercher pour en faire quelque chose. Maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'il nous faut si ici, l'économie et la grille de lecture qu'on pose sur le monde, les lunettes avec lesquelles on regarde le monde, si ça c'est faussé, si ça ne nous donne pas les vrais indicateurs de ce qui existe vraiment. L'économie croît, mais finalement le bonheur, il ne croît pas trop. On est de plus en plus malade, ça fait toujours croître l'économie. Le monde est en train de s'effondrer, l'économie croît toujours. Finalement, il faut qu'on trouve une autre manière de voir le monde, une autre grille de lecture. Pour introduire cette petite partie, je vous ai choisi une petite métaphore développée par David Holmgren. David Holmgren, c'est un des cofondateurs de la permaculture. Voilà, vous pouvez regarder si la permaculture, ça ne vous parle pas. Vous pouvez regarder après en ligne ce que ça veut dire. Imaginons le climax énergétique comme un sommet. Le climax énergétique, c'est le moment où on consomme énormément d'énergie. Spectaculaire, mais dangereux. Une descente vers plus de sécurité paraît sensée et séduisante. L'ascension nous a demandé des efforts surhumains, mais elle a été frisante et nous a offert à chaque étape de nouvelles perspectives. Certains sommets sont trompeurs, mais lorsque nous avons la planète entière à nos pieds, nous savons que nous sommes tout en haut. Certains prétendent que d'autres sommets se cachent dans la brume, mais les nuages menacent. De ce sommet, le monde est majestueux. Tout s'agence parfaitement. Mais nous ne pouvons pas nous attarder longtemps. Trouvons le moyen de redescendre, avant que la nuit ne tombe et que la météo ne se retourne contre nous. La descente sera plus dangereuse que la montée. Nous camperons sur des plateaux pour nous reposer et attendre que les orages passent. Nous sommes dans la montagne depuis si longtemps que nous avons peine à nous remémorer dans la lointaine vallée les maisons que nous avons dû abandonner à mesure que des forces indomptables les balayaient. Mais nous savons que chacun de nos pas nous approche d'une vallée abritée dont nous ferons notre foyer. Si je reprends finalement cette question-là, comment faire face, c'est poser autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective, comment on va continuer de répondre à nos besoins. Ça augure 2 types de motivation.
On va avoir une motivation de nécessité, c'est-à-dire si ça commence à arriver, c'est-à-dire si on a une décrue énergétique, s'il faut qu'on consomme moins d'énergie pour arrêter d'émettre du carbone, comment on va faire de l'agriculture, comment on va produire suffisamment. Et donc là, il faut qu'on commence à se poser des questions de nécessité. Les supermarchés, globalement, quand on regarde les données, il y a un moment, ils vont cesser d'être approvisionnés. Donc comment on va manger? Pour vous donner un exemple, cité au premier rang, Paris, par exemple, c'est 3 jours d'autonomie alimentaire s'il y a une rupture d'approvisionnement des transports. C'est-à-dire qu'on a 3 jours de stock devant nous. Ça, c'est parce que la société fonctionne à flux tendu. On en revient un petit peu là. Mais ce n'est pas tout, en fait, de savoir répondre à ces besoins. Et ce n'est pas tout d'être motivé uniquement par ce qui est nécessaire. La vie, elle fait peu de sens là-dessus. Ça serait juste de la survie. Et nous, ce qu'on a envie, ce n'est pas seulement de survivre. Bien sûr qu'il faut survivre. Sinon, on n'a même pas de possibilité de vie. Mais ce qui nous intéresse, c'est de bien vivre. On veut du temps pour partager, du temps pour prendre soin des uns des autres, pour apprendre, pour expérimenter. Et finalement, c'est ce que je crois qui peut arriver quand on commence à avoir ça en tête et à transformer nos vies. C'est qu'on peut trouver du courage en s'aimant les uns les autres, de reprendre soin ensemble. Voilà, des personnes âgées dans notre société, des enfants, des jeunes. Commencer à prendre soin de la terre qui nous entoure, à retravailler ensemble, à retrouver du sens en se rencontrant et en s'aidant. Je vais passer maintenant à une nouvelle grille de lecture un petit peu plus concrète et pratique, basée sur ce qui existe vraiment. Donc pas basée sur la croissance du PIB notamment. Ce qui existe vraiment et ce qui est fondamental pour notre vie et pour la vie d'absolument tous les organismes, c'est l'énergie. Alors je le représente comme ça, mais ce n'est pas forcément l'énergie électrique, c'est l'énergie en tant que grand tout. Donc l'énergie, on va en avoir besoin et on va aller la chercher dans notre environnement. Donc cette énergie, elle se trouve dans notre environnement. Et on va aller la chercher pour répondre à nos besoins. Donc les plantes, elles vont aller chercher de l'énergie à travers ce qui a été accumulé dans les minéraux, dans les matières organiques qui ont été dégradées dans le sol. C'est de l'énergie accumulée en fait. Elles vont aller en chercher par la photosynthèse avec le rayonnement solaire. Et puis nous, on va aller en chercher en mangeant les plantes, puis en mangeant les animaux qui mangent les plantes, etc. Et pour répondre à nos besoins, tout ça va nous prendre du temps. Donc en fait, on va utiliser ce temps pour répondre à nos besoins et on va utiliser le surplus de temps qu'on a en répondant à nos besoins, c'est-à-dire on va manger ce soir, ça va nous offrir un petit peu plus de temps. Si je m'arrête de manger, ça va rapidement s'arrêter. Donc on a cet aller-retour permanent. Et ici, ce qu'on va trouver là, c'est les stratégies qu'on emploie, qu'on met en place individuellement et collectivement pour répondre à nos besoins, c'est-à-dire pour extraire de l'énergie de l'environnement, pour maintenir notre organisme en vie. Ces stratégies-là, aujourd'hui, pour la grande majorité des gens, c'est avoir un emploi et à travers cet emploi, avoir de l'argent. Et à travers cet argent, je vais payer d'autres personnes qui vont, elles, aller chercher de l'énergie. Bon, c'est des longues chaînes, qui vont, elles, aller chercher de l'énergie dans l'environnement pour ensuite me la ramener à moi. Puis moi, je vais pouvoir aller au supermarché et puis directement m'acheter de la nourriture. Donc là, on a des niveaux de complexité actuellement et d'éloignement par rapport à l'extraction directe de l'énergie dans l'environnement. En termes de proportion, voilà, à une échelle macro, on est très très éloigné de cette extraction directe. Et on a quelque chose de supplémentaire à ça, qui existe et qui conditionne aussi le reste, c'est nos connaissances. Donc nos connaissances, elles conditionnent ce qu'on sait de l'énergie. Par exemple, on a énormément à manger partout dans cette vallée. Il y a plein de plantes sauvages, il y a plein de champignons, il y a plein de choses qui se mangent. Mais si on ne sait pas les reconnaître, si on ne sait pas quelles plantes se mangent, si on ne sait pas comment elles se préparent, cette énergie n'existe pas pour nous. Cette énergie est inaccessible. Donc nos connaissances conditionnent ce qu'on sait et ce qu'on peut extraire dans l'environnement. Mais inversement, l'environnement va déterminer nos connaissances. Si on est dans un environnement où il n'y a pas du tout la mer et il y a très peu de poissons, on va très peu connaître les poissons d'eau de mer. Donc voilà, on va avoir une connaissance limitée par
ce de quoi on va être environné. Et ces connaissances, on va les utiliser aussi pour déterminer nos stratégies. Nos stratégies dans cette société, dans ces interactions humaines, pour comment on va aller chercher des réponses à nos besoins dans l'environnement. Donc on va utiliser notre temps en aller-retour pour développer nos connaissances, pour affiner nos stratégies, pour mieux répondre à nos besoins. Donc globalement aujourd'hui, c'est voilà, comment avoir un peu plus d'argent pour répondre un peu plus à nos besoins de manière un peu plus large. Et c'est globalement, on utilise beaucoup de temps pour développer nos connaissances, pour savoir comment on va gagner un peu plus d'argent. Mais quand on a cette grille de lecture-là, c'est-à-dire c'est une grille de lecture, je crois en tout cas, qui est basée sur ce qui existe vraiment. Donc ça, c'est tout ce qu'on connaît. Et si c'est ce qu'on ignore, qu'on fera rentrer petit à petit dans cette bulle. Quand on a ça, on peut commencer à se poser la question finalement, comment je peux utiliser mon temps en fait pour répondre le plus directement possible à mes besoins. Et maintenant, je vais y venir dans la suite. Je crois qu'aujourd'hui, face à ce que je vous ai dit, l'urgence, c'est surtout de commencer à prendre le temps. Il faut commencer à prendre le temps. Parce que souvent, on voit des conférences comme ça, quand on est intéressé par ces sujets, on lit des livres, etc. Puis en fait, le lundi matin, on est de retour au boulot, puis la vie continue comme si on n'avait pas cette connaissance-là. Je crois qu'il faut stopper. Il faut stopper cette inertie-là, il faut commencer à prendre du temps. Comment on peut se dégager du temps de là où on part? Je crois quelque chose... alors, il y a 3 grands points pour se dégager du temps. Ces points ne sont pas hiérarchiques dans leur ordre, ils fonctionnent tous les 3 en même temps. Je vais en parler un petit peu. Je crois que le premier, c'est réduire ses besoins. Réduire ses besoins, c'est réduire ses dépenses aujourd'hui. Réduire ses dépenses, ça veut dire qu'on a besoin de moins d'argent chaque mois pour vivre. En ayant besoin de moins d'argent, on a besoin de moins en gagner. Donc peut-être qu'on peut commencer à travailler un petit peu moins. Pour réduire ses besoins, il y a pas mal de stratégies différentes. Il y a notamment quelque chose qui peut nous aider, qui est souvent utilisé, ce qu'on va appeler les 5 R. Le premier, c'est refuser. Refuser, c'est décider de ne pas consommer quand ce n'est pas nécessaire. Le deuxième, c'est réduire, c'est limiter au maximum matière et énergie liée à notre consommation et diminuer la fréquence. C'est-à-dire ce que quand même on consomme, il faut qu'on en consomme moins et qu'on essaie d'en consommer moins souvent. Après, c'est réutiliser, c'est réemployer pour le même usage ou pour un autre, plus pertinent, des matériaux ou de la ressource qu'on avait déjà autour de nous. C'est réparer aussi, c'est utiliser des compétences et une quantité limitée de ressources pour restaurer une fonction. À la place de racheter quelque chose parce qu'il y a une pièce qui manque, moi je passe beaucoup de temps à aller travailler sur des matériaux techniques que je vais récupérer en déchetterie. J'ai fabriqué des poêles à bois qui m'ont coûté 0 €. J'ai fabriqué une machine à laver à pédales parce que il y en a des centaines. En fait, on va en déchetterie, c'est des centaines de machines à laver. La plupart du temps, c'est une courroie qui a lâché. C'est-à-dire que ça coûte plus cher aujourd'hui de réparer une courroie, d'acheter la pièce et de faire venir quelqu'un pour réparer la courroie que de changer cette machine à laver. Cette société ne prend pas en compte ça. Le monde physique n'existe pas dans cette manière dont on calcule les choses. Donc, commencer à réparer et puis recycler. C'est décomposer en éléments plus basiques, puis retraiter ou réutiliser sur d'autres projets, d'autres objets. On va réassembler d'une autre manière pour avoir une nouvelle fonction à partir de différents éléments. Ce que j'ai fait par exemple pour le poêle que je construis, que j'ai construit avec lequel je me chauffe, c'est un poêle sans soudure, donc qui est très bas au niveau technique, avec une bouteille de gaz, des extincteurs, etc. Avec de l'inertie du sable, il y a une double paroi. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse un petit peu plus. C'est Barnabé Chaillot qui a développé ce modèle de poêle. Et ça m'a coûté rien. Et c'est des matériaux qui n'étaient pas destinés à la base à ce genre d'usage, mais ça fonctionne très bien. Et j'ai recyclé des choses qui étaient en déchetterie.
Donc, on va petit à petit réduire ses besoins, puis commencer à développer du coup en équilibre ses connaissances. Donc, ces connaissances comme comment je peux fabriquer un poêle à partir de ces matériaux-là et sa pratique. Il ne faut pas seulement lire des livres et puis ne pas le pratiquer, il faut commencer à le mettre en pratique. C'est cet aller-retour-là qui fait qu'on commence à vraiment affiner nos réponses à nos besoins, qu'on commence à s'améliorer là-dessus. Il y a une petite phrase que j'aime bien d'un Américain qui s'appelle Ron Finlay, qui habite en ville et qui a commencé à faire ce qu'on appelle du guérilla gardening. En fait, il défonce des trottoirs, il défonce des endroits bétonnés, il amène de la terre et il plante. Et il plante de la nourriture qui est à partager, donc les gens du quartier, il y a des petits panneaux, les gens du quartier peuvent venir se servir quand il y a les tomates qui poussent. Et ce qu'il dit, c'est faire pousser sa propre nourriture, c'est comme imprimer sa propre monnaie. En fait, quand on commence à rentrer dans cette logique-là, quand on commence à comprendre le monde comme ça, bah oui, si je fais pousser ma propre nourriture, en fait, j'ai beaucoup moins besoin d'aller chercher de la monnaie pour répondre à mes besoins. Je peux répondre bien plus directement. Alors, il ne s'agit pas de le faire tout seul en autarcie, on y reviendra juste après. Et puis planifier. Planifier, c'est vers où je vais et comment je vais y aller. Pourquoi ces choses-là, elles sont toujours en équilibre et on développe un peu toujours les trois à la fois? Parce que pour planifier, il faut que je sache un peu qu'est-ce qui existe, vers où, c'est quoi les trajectoires qui sont possibles finalement face à ce qu'on sait ici. Et puis ma connaissance et ma pratique vont me permettre aussi de réduire ce que je vais aller chercher dans le système traditionnel, dans le système économique. Parce que du coup, je vais pouvoir me dégager encore plus de temps. Par exemple, moi, la dernière fois que j'ai travaillé dans un travail salarié, je n'étais pas salarié d'ailleurs, j'étais indépendant, je donnais des cours de ski, c'était en 2016. Donc depuis maintenant quasiment 4 saisons, j'ai tellement réduit mes besoins, je dépense tellement peu, qu'en travaillant quasiment uniquement bénévolement et uniquement sous des modèles de participation libre, en partageant ce que je fais là ce soir, en fait j'arrive à vivre plutôt correctement. Quand on a tous ces questionnements-là, et quand on commence à s'engager dans cette voie, souvent ce qu'on nous dit c'est « Oh, vous avez du courage de faire ces choix ». Et moi, quand je regarde aujourd'hui ce qui est une vie normale, je me dis que c'est surtout pour ça qu'il faut avoir du courage. Quand je vois les gens autour de moi qui prennent 25 ans de prêt en s'endettant et que tous les mois, s'ils savent qu'ils perdent leurs emplois, la banque peut ressaisir leur maison, je me dis qu'il faut une sacrée dose de courage pour aller signer à la banque. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit le plus difficile ce que je fais. C'est difficile parce que il y a peu de gens qui le font et qu'on est jugé différemment. Mais je n'ai pas l'impression que c'est difficile. Ça fait 2 mois que mon fils est né et j'ai pu prendre un temps que quasiment aucun papa ne peut prendre avec ses enfants. Mais c'est ça le sens de la vie pour moi. C'est prendre ces moments-là. On va tous finir par mourir. Je n'ai pas envie de mourir avec un compte en banque bien rempli. J'ai envie de mourir en étant sûr que j'ai passé du temps avec les gens que j'aime, à prendre soin des gens qui en ont besoin autour de moi. C'est ça, je crois, la vie. Et ça demande, en tout cas pour moi, beaucoup moins de courage que de rester dans ce que la société aujourd'hui considère comme normal. Quand on est dans ces démarches-là, qu'on pourrait appeler d'autonomie, de résilience, etc., souvent il y a un débat qui fait rage entre est-ce que l'autonomie finalement c'est pas se retirer de la société. Moi je crois qu'il ne faut pas du tout le voir comme ça, bien au contraire. Pour moi c'est tisser des liens. Il ne s'agit pas d'autarcie. S'il y a 2 mots différents, c'est qu'ils ont une signification différente. Et dans tous les cas, si on regarde ça là-bas, ça commence à paraître judicieux. Et ça je pense qu'on peut à peu près tous tomber d'accord que ça serait bien aujourd'hui de développer un peu plus de production locale pour pouvoir manger. Voilà, c'est juste du bon sens en fait. Ce n'est pas une question de couleur politique, c'est du bon sens. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de date, mais c'est dans les dernières années, je crois 2018, mais sur le pourcentage de nourriture qu'on exporte et qu'on importe dans un territoire. Il y a 97% en moyenne sur les départements français de la nourriture qui est exportée en dehors du département. Et on en importe quasiment l'équivalent, 98%. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas de filières qui produisent, qui transforment et qui stockent en local pour nourrir nos populations. Elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Et ça, c'est un enjeu d'urgence qui est vital. Et ça devrait s'inscrire
ça devrait s'inscrire pour moi dans la sécurité nationale, mais les sénateurs ont refusé de le faire à l'échelle nationale. Mais ça, c'est des choses dont il faut qu'on saisisse à l'échelle locale, parce que ce n'est pas au niveau national qu'on va produire un système résilient en alimentaire, c'est à l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie, d'un bassin versant. C'est à ces échelles-là qu'il faut gérer ces problèmes de production. Une fois qu'on commence à avoir tout ça en tête, il s'agit aussi de ne pas faire n'importe quoi, il s'agit de faire les bons choix. Avec pas mal de gens, on a développé un espace de discussion qu'on avait appelé indice de résilience, indice avec un S parce que ça concerne plein de domaines différents. Et donc là, ceux que je vous ai listés, c'est un indice de résilience lié à des réponses à nos besoins. Donc ça se penche sur quelle est une technique pertinente pour répondre à mes besoins. C'est tellement complexe, il y a tellement de facteurs à trier que ce qu'on regarde, c'est toujours par rapport à nos connaissances, c'est-à-dire par rapport aux techniques qu'on connaît, forcément, on ne peut pas comparer des choses qu'on ne connaît pas. Quelle est la plus pertinente? Donc c'est comparatif. Ce n'est pas qu'est-ce qui est résilient dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Quelques petits éléments comme ça qui peuvent vous aider. Donc c'est comme une grille de lecture qu'on essaie de développer au fur et à mesure qu'on avance dans ces domaines-là pour savoir quels sont des choix de bon sens finalement. C'est vraiment du bon sens. C'est de savoir déjà questionner l'utilité. Est-ce que ça répond à un besoin direct, c'est-à-dire manger, boire, se loger, etc. Ou est-ce que c'est un besoin de loisir, auquel cas c'est déjà un peu moins important. Et pour ce besoin-là, quelle est l'énergie qu'on va dépenser? L'énergie qu'on va dépenser, c'est l'énergie qu'on va dépenser à la construction. On appelle ça l'énergie grise. Donc c'est avant qu'on utilise ce système. Et l'énergie qu'on va dépenser en fonctionnement. Pour vous donner un exemple, pourquoi ça c'est important, parce qu'aujourd'hui on isole des bâtiments en disant c'est écologique, sauf qu'on isole des bâtiments souvent avec de la mousse de polyuréthane. La mousse de polyuréthane, pour un bâtiment de taille moyenne, c'est comme si on avait consommé 70 ans de chauffage. Les bâtiments aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans le bâtiment, on ne les construit pas pour qu'ils durent 70 ans. Enfin, la garantie sur un bâtiment, quand c'est des bâtiments publics, c'est 50 ans, quand c'est des bâtiments privés, c'est moins, avant rénovation, etc. Donc, c'est une absurdité de dire que c'est écologique d'isoler avec de la mousse de polyuréthane. Quand on regarde les voitures électriques, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer dans plein d'exemples, mais c'est pour comprendre un peu qu'il faut regarder quelle est l'énergie qu'on va consommer à la mise en place d'un système et l'énergie dont il va avoir besoin en fonctionnement. Après, c'est la disponibilité, la renouvelée des ressources qu'on va utiliser. Donc ça, c'est l'énergie pour le fonctionnement. Et puis, la disponibilité autour. Si on n'a pas de forêt autour, se chauffer au bois, c'est peut-être bête. Si on a des forêts autour, il faut quand même regarder, en fait, c'est quoi par rapport à ce qu'on va pouvoir prélever sur la commune, le taux de renouvellement de la forêt. Si on se met à cramer toutes les forêts trop rapidement, on n'aura juste plus de quoi se chauffer. C'est la capacité à durer dans le temps aussi de cette technique. Donc là, on va parler plutôt de la robustesse et de la réparabilité. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, peut-être l'obsolescence programmée, si ça vous parle. On construit des choses pour qu'elles se cassent. On construit des choses pour qu'elles se cassent. Mais c'est d'une bêtise. C'est d'une bêtise, sauf quand on regarde les choses d'un point de vue économique. Mais sinon, dans la vie, c'est d'une bêtise. Quand on fait une machine, il faut qu'elle dure le plus longtemps possible. Il faut que les pièces elles soient réparables, qu'on puisse les changer, etc. Après, c'est l'accessibilité technique. C'est le nombre d'outils dont on ne peut pas se passer pour fabriquer une technique. Ça va permettre à quelque chose de se diffuser beaucoup plus largement et de pouvoir le réparer aussi plus facilement et de pouvoir le produire à plein d'endroits plus facilement. Si on a besoin d'outils très techniques, aujourd'hui dans les milieux du numérique dans lesquels j'ai traîné un peu mes guêtres et dans ce qu'on va appeler les Fab Labs, tout ça, on utilise par exemple des découpes laser. Mais c'est des machines qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. S'il s'agit d'utiliser des découpes laser partout, c'est pas possible en fait. Fabriquer des découpes laser demande un système industriel mondialisé avec des compétences et des matériaux qui viennent des quatre coins de la planète. Donc on ne peut pas baser des réponses à nos besoins sur des découpes laser, ça ne fait pas de sens. Et puis un dernier point qui est plus une question, sur la complexité est tellement grande, c'est est-ce que ça contribue à régénérer les écosystèmes ? Aujourd'hui, on a détruit du capital naturel dans une proportion qui est immense. Il faut qu'on se pose la question à chaque fois qu'on fait quelque chose. Est-ce que je ne prélève pas seulement, mais est-ce que par mon action, je peux trouver quelque chose qui va contribuer à régénérer cet écosystème, à redonner de la complexité dans l'écosystème? Voilà pour l'indice. Je ne vais pas rentrer dans des précisions si ça en intéresse quelques-uns. Tout ça, c'est des documentations qui sont en ligne et publiées. Donc vous pouvez aller y retourner un peu plus tard. Je vais rentrer dans
mon avant-dernière slide. Je vais la mettre par là, pour qu'on la voit quand même. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'accrocher. Voilà. Faire réseau, s'organiser, se relier, parce qu'il ne s'agit surtout pas de faire ça tout seul. Là, je vous ai donné des éléments qu'on peut déjà engager seul, mais il ne s'agit surtout pas de faire ça tout seul. Il s'agit de se relier, de s'organiser à l'échelle des territoires, c'est là où ça fait sens. Et de se relier et de s'organiser aussi à des échelles plus vastes, parce qu'on a des problèmes qui dépassent l'échelle de nos territoires. Faire réseau, c'est du coup créer de la solidarité entre nous à ces différentes échelles. Et une notion aujourd'hui qui commence à émerger, c'est la notion d'archipel. C'est l'idée que bon, bah, y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas comprendre ça, qui vont en être ici, il n'y a peut-être pas de problème pour eux. Et il faut pas qu'on attende que tout le monde ait compris pour se mettre en route. Il faut que ceux qui aient compris se mettent en route. On revient là, c'est urgent. C'est urgent de prendre du temps et de commencer à avancer. Donc on va développer des archipels finalement de résilience et des archipels de résistance aussi. C'est-à-dire qu'entre les gens qui commencent à se connecter, comme avec les associations locales que vous pouvez avoir ici, eh bien, il faut commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec le petit nombre qu'on est, en se reliant les uns aux autres. Est-ce qu'on peut faciliter l'installation d'agriculteurs? Est-ce qu'on peut… Enfin voilà, il y a plein de choses à penser et à inventer, mais il faut vraiment essayer d'aller vers ça, parce que face à la complexité de ces problèmes, l'individu, il ne pourra jamais rivaliser avec le groupe. Il y a une petite phrase qu'on connaît souvent, c'est « tout seul on va plus vite, en groupe on va plus loin ». Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, étant donné les trajectoires dans lesquelles on est, c'est aller un peu plus loin. J'ai mis une petite courbe que j'ai dessinée rapidement. Dans l'idée, souvent, il y a des gens, alors là pour une bonne partie de la salle, vous avez déjà fait une partie de votre vie. Vous avez souvent et majoritairement travaillé tout au long de votre vie, c'est ce que fait la plupart des gens, et vous avez accumulé du capital financier en général au fur et à mesure de votre vie. L'accumulation de ce capital financier, c'est absolument pas pour culpabiliser personne, mais ça s'est fait, voilà, c'est un constat, ça s'est fait au détriment du capital naturel. Donc dans une entreprise, c'est en fait, voilà, on s'est sorti des salaires, mais on a fait diminuer le capital. Au bout d'un moment, s'il n'y a plus de capital, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui, les logiques dans lesquelles il faudrait qu'on se mette, si je reprends ça, il faut qu'on commence à dépenser ce capital financier pour régénérer du capital naturel. Il faut qu'on commence à dépenser l'argent qu'on a pour libérer des espaces, pouvoir installer des gens qui ont des projets qui vont régénérer, qui vont produire de la nourriture, un atelier de transformation locale, un espace de rencontre, des espaces d'information. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on commence à faire. Il faut qu'on mette ce qu'on a accumulé en détruisant la nature, qu'on le mette au service aujourd'hui pour restaurer la nature. J'ai écrit une tribune que j'espère qu'il va paraître dans pas longtemps dans un média, que j'enverrai aussi à ceux qui laisseront leur mail à la fin de la séance. Ça s'appelle, c'est un appel pour que les parents de ma génération, en tout cas les parents, grands-parents, vous nous déshéritiez. C'est ce que je demande à moi, mes parents. Il y a mon papa qui est là. C'est qu'ils me déshéritent. Ils me déshéritent parce que ce dont j'ai besoin, ce n'est pas d'hériter d'un capital quand moi j'aurai… Voilà, on hérite quand en général nos parents décèdent. Quand les parents décèdent, on a fait notre vie. Le temps que je fasse ma vie, je pense que ça nous aura rattrapé et que ça n'aura plus de sens. Ce capital financier n'aura plus de valeur. Quand on n'aura pas à manger dans les supermarchés, je vous garantis que ce n'est pas avec des billets qu'on achètera de la bouffe. Ça ne marchera pas. Donc ce que je demande, c'est dans cette tribune, c'est qu'en fait on commence à investir ce capital naturel, ce capital financier dans du capital naturel, dans des fonds de dotation qui vont notamment libérer des terres pour installer des gens, pour prendre soin et régénérer ces écosystèmes, pour installer ces archipels de résilience qui serviront, quand ça va devenir vraiment compliqué, à tout le monde. À tout le monde. Il faut qu'on installe des communs aujourd'hui. Je vous ai mis là quelques points vers des communes résilientes, parce qu'à l'échelle de la commune, on a quand même encore pas mal de pouvoir et que c'est un échelon très intéressant pour s'organiser. C'est un plan d'action simplifié. L'idée, là, en ce moment, on est pas mal de gens à bosser là-dessus, on est pas mal de gens à sentir qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas seulement pour les municipales, on bosse dessus depuis un moment.
Il s'agit d'ailleurs complètement de sortir du calendrier électoral. Bien sûr que ça a une importance, les échéances électorales, mais simplement ça c'est plus important. Il ne s'agit pas d'attendre, même si ça ne se passe pas à ces élections municipales, qu'il y a un échangement énorme. Il ne faut pas dire, bon, on va attendre dans 6 ans. Il faut qu'on s'y prenne maintenant. Donc il s'agit premièrement d'informer sur les enjeux. Je crois que c'est une des premières briques de ce plan d'action, d'informer en local, de commencer à passer. On l'a fait nous sur par exemple les problèmes de pénurie d'eau, etc. Donc d'informer sur les problématiques, les données scientifiques qu'on a, les effondrements en cours de la biodiversité, etc. Une fois qu'on a commencé à informer, on peut peut-être déclarer un état d'urgence écologique. Et ça, en local, on peut le reconnaître. Reconnaître cet état d'urgence, c'est-à-dire le marquer à l'échelle d'une commune. Et il y a plusieurs maintenant milliers de communes à l'échelle du monde et de villes assez majeures qui se sont déclarées en urgence climatique et écologique. Ça marque, on prend acte de cette urgence. Ce qui veut dire que si derrière on n'agit pas en fonction de cette urgence, les citoyens peuvent demander des comptes et on peut se mobiliser beaucoup plus parce que ça devient quelque chose qui est palpable. Ensuite, on va plutôt aller vers de la formation d'assemblées, c'est-à-dire des espaces de discussion entre les citoyens et les habitants qui vont permettre de délibérer sur ces enjeux-là. Mais ces espaces, il va falloir qu'ils se forment aux enjeux pour ne pas prendre des décisions à tout va, n'importe comment, et qu'ils évaluent bien la situation, qu'on évalue la situation de où on est, qu'est-ce que ça veut dire pour notre localité. Est-ce que notre localité, je vous garantis que dans le massif des Alpes, on est sur des massifs qui sont karstiques pour la grande majorité, c'est-à-dire qu'on a des failles fissurées. L'eau ne reste pas. On a très très peu de stock d'eau. Parmi les pénuries d'eau qu'on a montrées, on a des pénuries d'eau en eau potable, donc c'est-à-dire on a déjà passé tous les stades de sécheresse. On a des pénuries d'eau en eau potable qui vont tomber dans nos massifs dans les années qui arrivent. Il faut qu'on se saisisse de ces enjeux. Et qu'on agisse collectivement face à ça, qu'on se demande comment on va pouvoir faire. Il ne s'agit pas tous de quitter nos villages, il s'agit de savoir comment on va faire là où on habite. Donc évaluer, puis après c'est rédiger en fonction de ces évaluations, de ces connaissances-là. On va inviter des gens qui vont nous informer, nous former. On va rédiger un plan d'urgence, un plan de mobilisation générale. C'est à cette échelle-là qu'il faut le penser. Et puis ensuite on va essayer de le mettre en application. Et au fur et à mesure qu'on va le mettre en application, on va avoir des retours du terrain et on va s'ajuster avec ces retours. Il ne s'agit pas d'écrire quelque chose de rigide et de figé. La situation, elle va évoluer à une vitesse sans précédent. Il s'agit de commencer à dire, bon, bah, voilà, en fonction des retours, on va s'ajuster. Et puis après, je crois et que c'est fondamental qu'il faut sortir de l'échelle de sa commune et il faut se fédérer à une échelle qui dépasse le cadre des communes. Il faut qu'on commence à s'organiser entre toutes ces communes qui déclarent ces urgences et qui commencent à se mobiliser. Il faut qu'on se fédère pour qu'on ait un contre-pouvoir face aux machines énormes aujourd'hui qui broient les existences. Il y a des chronologies après pour arriver à ça, c'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul. Une mairie ne décide pas du jour au lendemain de déclarer l'urgence écologique parce que ça lui est passé par la tête, ça n'arrive pas, ou alors très peu. En tout cas, pour chercher un peu, j'en ai pas trouvé où ça s'est passé comme ça. Donc, ce que je propose aux citoyens qui sont les plus actifs ou qui sont déjà impliqués ou qui ont déjà des associations, des choses pour se pencher là-dessus et travailler ensemble, donc des petits groupes identifiés, c'est de demander une rencontre avec leur mairie en local et de présenter un peu ce plan, de présenter ces données-là et de demander aussi un document qui s'appelle le DICRIM. C'est le document d'information communale sur les risques majeurs. Les communes sont censées être le premier échelon qui protège les citoyens contre les risques. Et elles sont censées produire un document, le DICRIM, c'est une obligation légale, c'est un plan de prévision de ces risques. Donc vous pouvez demander ça, parce qu'après, vous verrez, il y a des implications sur lesquelles on peut aller et qui peuvent faire bouger les communes. À chacune de ces étapes, on va présenter ça, à chacune de ces étapes, la mairie peut dire oui, effectivement, j'ai compris, on y va. Si la mairie dit oui, on y va, bah c'est parti, quoi. On déclare l'urgence, on forme une assemblée, c'est génial, on a les pouvoirs publics qui nous soutiennent et les citoyens et les élus. Les élus peuvent avancer et les élus deviennent facilitateurs vraiment de ces mobilisations-là parce que c'est tellement complexe qu'il ne faut pas que ce soit un conseil municipal tout seul qui se saisisse de ça. Il faut que les gens s'en saisissent. Si la mairie refuse, peut-être qu'on peut faire une lecture publique de l'appel qui sera rédigé et publié pour des communes résilientes devant la mairie avec diffusion sur les réseaux sociaux, impression et distribution de cet appel aux gens dans la commune. Et puis on invite les médias pour faire parler de ça.
Si la commune, toujours après ça, refuse, on peut peut-être essayer une réunion publique avec une invitation de toute la commune, un petit peu comme ça se fait ce soir par exemple. Une réunion d'information, on dit voilà, on invite les gens, on a des choses à vous partager, on a peur, il y a une urgence et elle n'est pas prise en compte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et puis après, on peut refaire des allers-retours, aller revoir la mairie et à ce moment-là, on peut leur dire, bah, voilà ce qui s'est passé, voilà maintenant les gens commencent à être un peu informés, il y a une volonté d'aller vers ça, il y a une volonté que les gens s'engagent, où vous en êtes, est-ce que vous êtes prêts à déclarer ça? Et puis là, à ce moment-là, on peut leur faire un retour sur le DICRIM qu'on a demandé la première fois. Le DICRIM, il y a des obligations légales, même si le Sénat ne l'a pas adopté dans la sécurité nationale, en fait la protection des populations quand on a un fait avéré, c'est comme ça que c'est juridiquement décrit. Quand on a un fait avéré, aujourd'hui, les études scientifiques sont considérées comme des faits avérés. Les communes sont censées prévoir ça dans leur DICRIM. Donc on peut faire des allers-retours comme ça. Il y a toute une stratégie que développe SOS Maire, notamment et spécifiquement autour des DICRIM. Donc vous pouvez aller voir sur leur site SOS Maire. Et puis si tout ça ne marche pas, peut-être qu'il va commencer à falloir monter un peu le ton. Donc avec le DICRIM, il y a des actions en justice qui peuvent être engagées, c'est-à-dire que les élus sont responsables jusqu'au pénal s'ils mettent en danger la vie d'autrui. Donc s'ils ne prévoient pas des choses face aux risques majeurs qu'on encourt et qui sont avérés, ils sont responsables jusqu'au pénal. Alors peut-être que ne serait-ce que de dire que ça c'est possible et que ça existe, ça peut peut-être commencer à construire aussi un rapport de force. Il ne s'agit pas de tout de suite y aller, je crois. Mais en tout cas, face à des mairies qui sont sourdes, il s'agit peut-être de se poser la question. Et puis aussi, peut-être commencer des actions non violentes de blocage, aller devant la mairie, voilà, faire des choses un petit peu plus fortes. En général, ça mobilise beaucoup de médias, on va commencer à parler dans ces actions-là. Si tout ça ne marche pas, si tout ça échoue, je crois qu'il ne faut toujours pas attendre, il faut arrêter d'attendre les pouvoirs publics. Et je crois qu'avec les gens que vous avez autour de vous, vous pouvez faire ce travail-là. Vous pouvez informer sur les enjeux, c'est ce qui est fait ce soir. Vous pouvez vous déclarer, on reconnaît ensemble ce soir officiellement une situation d'urgence. Vous pouvez vous former en assemblée, en groupe qui va se réunir et se rencontrer pour écrire qu'est-ce que ce serait un plan d'urgence sur notre commune. Vous pouvez évaluer la situation, aller chercher de l'information, inviter des gens pour vous expliquer sur des problématiques concrètes, des hydrogéologues qui vont vous parler c'est quoi dans votre commune, les sols, etc., comment on va pouvoir se préparer à ça. Vous pouvez rédiger ce plan, vous pouvez après le mettre en application, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et à n'importe quel moment, la mairie pourra venir et vous appuyer, mais dans tous les cas, je crois qu'il faut arrêter d'attendre les pouvoirs publics. La dernière. Un triptyque pour la suite. Qu'on peut tous faire individuellement, qu'on peut faire collectivement, mais je crois qu'il est essentiel. Il s'agit d'une part de diffuser et d'alerter. Quand on a monté le site sécheresse dont je vous parlais tout à l'heure, on a découvert ces données-là sur l'eau. On avait déjà pas mal de connaissances dans ces domaines-là, mais en tout cas savoir quel était l'impact précis de l'eau à l'échelle de notre territoire, on ne le savait pas. On a commencé à plonger là-dedans et on a dit mais en fait on ne peut pas garder ça pour nous. Une fois qu'on a ces connaissances-là, il faut les diffuser, il faut alerter nos concitoyens parce que c'est, je crois, une des seules manières qui va nous permettre de prendre collectivement acte de cette urgence-là. Après, il faut se mettre en action tout de suite. Il faut engager peut-être des mouvements de résistance pour stopper les destructions et préserver ce qui peut l'être. Et puis des mouvements de résilience pour se préparer à encaisser la descente énergétique et régénérer les écosystèmes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'arrêter les destructions. Étant donné ce qu'on sait là-bas, il s'agit aussi de commencer à se préoccuper, on en a parlé, de la résilience alimentaire, de comment on va manger, boire, se loger, se chauffer. Si on ne se chauffe pas, si on n'arrive pas à se chauffer ici, si on n'arrive pas à cuisiner, si on n'arrive pas à stocker de la nourriture, les hivers, on ne les passera pas. Donc il faut commencer à se préoccuper de ça et puis réparer la démocratie. C'est se donner les moyens finalement de décider collectivement des voies que nous voulons emprunter. Parce qu'il ne s'agit pas d'arriver à ce que 3 personnes sur un territoire décident pour tout le monde, ça ne marchera pas et ça ne fait pas de sens. Il faut qu'ensemble on arrive à produire de la décision collective. C'est beaucoup plus intelligent et on ira beaucoup plus loin comme ça. Donc il faut qu'on trouve des espaces dans lesquels on peut délibérer, des espaces dans lesquels on peut discuter
et dans lequel on va pouvoir acter certaines choses pour avancer. Il ne s'agit pas de débattre sans fin, de oui, c'est 1,1 degré, c'est 1,2 degré. Je crois qu'au vu de tous les facteurs, et je vous en ai présenté que quelques-uns, j'aurais pu passer juste 10 heures sur la première partie. Au vu de tous les facteurs qu'on a, il ne s'agit plus de discuter de l'urgence. L'urgence, elle est là, elle est actée par les scientifiques. Il s'agit aujourd'hui de commencer à débattre de qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble. Ce que ça veut dire finalement, c'est que faire son potager, c'est essentiel, mais ça ne suffira pas à survivre si tout l'écosystème s'effondre autour. Et qu'entrer en résistance pour infléchir la trajectoire de la société et appuyer sur les freins finalement, c'est essentiel, mais ça ne suffira pas à nous nourrir si on arrête l'industrie, si on arrête l'agro-industrie. Nous avons besoin de tout ça en même temps. On a besoin de résistance, on a besoin de résilience, on a besoin de se connecter parce qu'on n'arrivera pas à le faire tout seul. Et on a besoin du coup pour ça d'informations. Je vous ai mis, alors bon, l'impression c'est sorti très noir, mais c'est la nuit. Je vous ai mis une photo du Titanic. Le Titanic, je crois, c'est nous en ce moment. On est collectivement sur le Titanic. Et je vais finir avec cette métaphore, une phrase et un petit jeu, cette conférence. En haut, des gens dansent et s'enivrent en musique, pendant qu'en bas, dans la salle, des machines, tout un monde s'active pour faire avancer le bateau. À l'avant, les vigies ont commencé à apercevoir au loin une tache qui se dessine sous la lumière de la lune, un iceberg. Alertée par ces dernières, une partie des passagers décide de se prendre en main. Dans le groupe, une personne s'avance et prend la parole. D'après les dernières informations que nous avons pu récolter, nous ne pouvons plus éviter l'iceberg, mais nous devons d'urgence ralentir et dévier notre trajectoire pour ne pas le heurter frontalement à cette vitesse. Autrement, nous sombrerons trop rapidement pour pouvoir en réchapper. Sans plus attendre, ce petit groupe décide donc de s'atteler à la tâche. Une partie commence à alerter l'ensemble des passagers du bateau sur le danger qui approche. Une autre tente tant bien que mal d'accéder à la cabine de pilotage pour ralentir les moteurs et faire changer de cap. Une autre est allée dans la salle des machines pour expliquer la situation et prie les ouvriers d'arrêter de nourrir les moteurs au charbon. Pendant qu'une dernière, s'étant rendu compte qu'il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde, mobilise des gens autour d'elle pour construire d'autres canaux plus rapidement. Malgré cela, ils sont encore peu nombreux sur le bateau à croire ce que disent les vigies, et beaucoup préfèrent continuer de danser, les prenant pour des fauteurs de troubles. Alors pour le moment, le bateau fonce toujours sur l'iceberg. Par endroits déjà la coque, on s'en rend compte, du bateau semblerait-il a fissuré en heurtant de plus petits morceaux. Et au fond d'une partie du bateau, l'eau commence à monter et l'équipage commence à se noyer. L'information alors commence à circuler et la peur gagne une partie des passagers. Ils se mettent à demander « Jusqu'à quand tiendra le bateau ? Quand allons-nous heurter l'iceberg principal ? Pourrons-nous en réchapper ?» La réponse à ces questions, nous ne l'avons pas. La suite appartient aux décisions que nous réussirons à prendre ensemble, répondent certains. Et c'est aujourd'hui à nous d'écrire la suite de cette histoire. Cette petite phrase de conclusion que j'aime bien, qu'on utilise beaucoup dans les milieux de la permaculture, c'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Merci pour votre écoute.